Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un héros en métal, d'un empire du mal caché derrière des banques, des robots, de chiens qui parlent. Non, ce n'est pas un documentaire sur la finance moderne, c'est Metalder, le 6ème Metal Hero. Je vous ai parlé des shérifs de l'espace, Ixor, Charivan et Shider. Je vous ai parlé de Jaspion et Spilvan, qui clôturaient l'arc des héros de l'espace. Et bien aujourd'hui je vous parle d'un héros plus terre à terre. Alors si vous avez grandi avec le Club Dorothée, le nom vous dira peut-être quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, pas de panique, on va reprendre depuis le début. Au programme, la production de la série, les personnages, l'histoire complète, les armes, les véhicules, les produits dérivés, bref, on va tout passer au scanner. Mais avant de commencer, si vous vous demandez mais pourquoi on ne voit pas Facecam, eh bien c'est tout simple, je me suis gravement blessé à la cheville, fracture, et je dois rester alité pendant un petit moment, donc j'enregistre depuis mon lit. C'est pas très pratique, mais c'est comme ça, et ça m'empêchera pas de créer mes vidéos comme d'habitude. C'est parti. Kyojinki Metalder en VO est donc la 6ème série de la franchise Metal Hero, produite par la Toei. Elle est diffusée au Japon entre mars 1987 et janvier 1988, pour un total de 39 épisodes. Alors oui, 39 épisodes, c'est court pour l'époque. Rappelez-vous, les autres saisons c'était au moins 50 épisodes, et ça, ce n'est pas un détail. La production générale est assurée par la Toei Company, comme d'habitude, avec un rythme industriel, tournage rapide, réutilisation de décors, cascades en extérieur, et tout ce qu'on aime dans le tokusatsu des années 80. Avec Metalder, la Toei tente un virage, un héros plus sombre, plus tragique, plus introspectif. Résultat, c'est super intéressant, mais un peu moins vendeur auprès des enfants qui veulent surtout des explosions et des robots qui crient leurs attaques. Alors cela se ressent tout de suite, la série est une ode dédiée à l'humanité, c'est le premier Metal Hero mettant en scène un être artificiel, un androïde qu'on retrouvera plus tard. Metalder, c'est vraiment une cassure par rapport aux 5 séries précédentes, aussi bien sur la jeunesse du héros que sur le ton de la série. Le héros est en quête d'humanité et la série joue sur l'ambiance, le contraste humain vs robot, c'est d'ailleurs toute la symbolique du costume en mode bicouleur, un peu comme les Malabar Bigou. Et même côté ennemi, c'est plus dense, plus riche, ils sont bien plus mis en valeur, et ça se ressent dans certains épisodes d'ailleurs où les antagonistes sont mis plus en avant que le héros lui-même. Il y a une vraie orientation artistique derrière tout ça. Non, en fait, c'est pour des raisons de merchandising. Il y avait une vraie stratégie marketing visant à vendre des méchants en jouets. Je vous cache pas que cette nouvelle orientation a un peu déplu aux enfants japonais d'ailleurs, mais bon, revenons à notre équipe de production. Derrière Metalder, il y a une équipe très maison de la Toei. La création est officiellement signée Saburo Ate, c'est un pseudonyme collectif que la Toei utilise pour ses séries, donc ce n'est pas une vraie personne. En gros, c'est la signature cuisine interne. Bon, en réalité, à l'origine, Saburo Ate était un pseudo utilisé par Toru Hirayama, producteur à la Toei. Mais par la suite, il est utilisé dans pas mal de toku de la Toei. Du côté des vraies personnes, citons d'abord le boss, le producteur, Susumu Yoshikawa, créateur de la franchise des Metal Hero et contributeur au lancement des Super Sentai. D'ailleurs, Metalder est clairement inspiré d'une autre de ses productions sortie en 1972, Kikaider. Ce héros robot au design asymétrique, rouge et bleu. La ressemblance est assez frappante et complètement assumée. À la réalisation, on trouve plusieurs artistes et notamment Takeshi Ogasawara, habitué des séries de Metal Hero. C'est lui qui pose le ton. Beaucoup de clairs-obscurs, des plans dramatiques, des ralentis sur le visage impassible de Metalder, ce qui donne souvent ce côté un peu plus drame de SF que simple série pour vendre des jouets. Cela étant, Metalder est un projet plutôt compliqué pour lui car il va se faire un peu malmener par Yoshikawa qui lui reproche de ne pas comprendre son point de vue sur la série. Il sera temporairement évincé et alternera avec d'autres réalisateurs comme Toshihiro Ito. Côté scénario, le gros de la structure est assuré par Susumu Takaku, ce qui signifie que pour une fois ce n'est pas Shozo Uehara qui a œuvré sur les Metal Hero précédents qui sera à la manœuvre. Et ça se sent, Metalder n'est pas juste un enchaînement de monstres de la semaine, d'ailleurs dès le premier épisode, il affronte une multitude de monstres comme si dès le départ, l'auteur nous dit on va rompre avec la tradition. Et donc voilà, enfin un méchant qui comprend qu'envoyer les monstres un par un, ça sert à rien. Bref, dans Metalder, il y a une vraie progression, des arcs, des personnages récurrents, des trahisons, des révélations, une montée vers un final assez tragique. Quant à la conception des personnages, elle est du ressort de plusieurs personnes, dont Keita Amemiya, qui avait déjà travaillé sur les saisons précédentes. Alors dans mes recherches, j'ai également retrouvé des noms comme Yasu Moriki et Hideo Kamato, qui bossaient pour Bandai, sous la direction de l'incontournable Takayuki Morishima, le concepteur de design de jouets déjà derrière tant de personnages. Côté musique, la BO des Metal Hero perd un immense artiste, puisque ce n'est plus Shumei Watanabe qui est aux commandes. Et non, en revanche, elle gagne un nouvel artiste que j'estime davantage, Seiji Yokoyama. Oui, le même compositeur que Senseiya. On retrouve ce style très symbolique avec des cuivres héroïques, des cordes dramatiques, des percussions triomphales et des passages assez mélancoliques. Du pur Seiji. Et très sincèrement, la BO de Metalder est magistrale. Vous savez que la BO de Senseiya est ma BO préférée, tout animé confondu, mais en termes de Metal Hero, on sent tellement la patte de cet immense compositeur. Vous pouvez la trouver facilement sur YouTube, n'hésitez pas, mettez-la en boucle, elle est merveilleuse. Comme pour Senseiya, elle excelle dans tous les domaines, action,
joie, tristesse, c'est une BO qui raconte une histoire. À la limite, vous ne mettez aucun dialogue, vous mettez juste les images de la série et vous vous laissez emporter au rythme des notes de musique. Je vous avais déjà parlé des ressemblances entre la musique de Senseiya et Ricky Star. On sentait alors pour Ricky Star un Seiji Yokoyama timide, mais sur Metal Gear, c'est énorme. Et en plus, dites-vous qu'on est en 1986-87, donc il travaille encore sur Senseiya. Immense artiste, et la chaîne Nébulaire, que je salue pour son immense travail autour de ma série préférée, sera sans aucun doute d'accord avec moi. Allez, petit medley. Voilà, magnifique n'est-ce pas? Mais il y a quand même un énorme problème. En VF, vous n'avez presque jamais entendu cette musique-là. Et non, pour la VF, la BO a été quasiment et entièrement remplacée par des compositions de Shuki Levy, le grand spécialiste des musiques de séries adaptées par Saban. Oui, vous savez Saban, celui qui a transformé les Super Sentai japonais en Power Rangers à partir de la 16e saison. Le même qui va reprendre Spillvan et Shider pour faire les VR Troopers, avec Metal Gear d'ailleurs. Alors, on va pas leur jeter la pierre, car à l'époque cela pouvait s'expliquer pour des problèmes de droit, mais il n'empêche que même si j'apprécie le travail de Shuki Levy, qui est à l'origine de bon nombre d'OST célèbres et prenantes, c'est loin de la composition de Seiji Yokoyama. C'est vraiment dommage en plus d'être un immense gâchis. Alors, pour vous rattraper tout ça, je vous propose de nouveau un petit medley de 1 minute. Bien, maintenant que vos oreilles sont nettoyées, rappelons que pour le générique, la composition est confiée à Takashi Miki qui s'occupe de l'opening et de l'ending. L'opening est chanté par Isao Sasaki, ultra connu, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Quoi? Vous en souvenez pas? Bah il chante ça. Quant à l'ending, c'est Mizuki Ishiro qui chante, et je vous en ai déjà parlé dans Spillvan. Lui aussi, grand chanteur. Alors en France, on évite l'incontournable Bernard Minet, puisque le fameux Metal Gear héros de l'univers est interprété par Jean-Paul Césari sur une musique signée Boris Salès. Trio donc 100% made in AB Productions. Et le générique est plutôt correct et assez apprécié. Et puis pour ceux qui ne savent pas, Jean-Paul Césari, c'est lui qui chante ça. Et la justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne. Selon Planète Jeunesse, il existerait une version alternative du générique enregistrée par Nick Carr, la voix de Mask et Jace et les Conquérants de la Lumière, confirmée par Eddie Archangel, que je remercie, et vous pouvez d'ailleurs écouter un cover de cette version Megaman sur sa chaîne. Mais c'est celle de Césari qui a été choisie. Côté casting, on retrouve Akira Seno pour jouer notre héros, et si vous êtes fan de Godzilla, vous l'avez peut-être reconnu dans Shin Godzilla, sorti en 2016. Quand il devient Metal Gear, la voix de l'armure est assurée par un autre comédien, Michiro Honda, ce qui renforce le côté double identité. Humain fragile, cyborg, implacable. Et si vous voulez voir à quoi ressemble cet acteur, c'est lui là. Le professeur Koga, le créateur de Metal Gear, est interprété par Ken Uehara,
un vétéran du cinéma japonais. Très grande icône à plus de 200 films, c'est un peu le Jean Marais japonais de l'époque. Il apporte une vraie gravité au rôle, on sent que ce n'est pas juste un savant fou, mais un type traumatisé par la guerre. C'est un guest, donc on le verra qu'une fois au début. D'ailleurs, c'est pas le seul guest d'envergure. On a aussi Kenji Oba, Xor, qui apparaît dans 2 épisodes, ou encore Makoto Sumikawa, dont je viens de vous parler dans Spillvan. Alors attention, grosse anecdote, Kenji et Makoto apparaissent dans un double épisode spécial reprenant l'acronyme JACK, qui fait à la fois référence à la Japan Action Club, la boîte de cascadeurs dont ils sont issus, mais aussi au Super Sentai JACK. D'ailleurs, à cette occasion, d'autres têtes bien connues apparaissent. Junichi Haruta Madgalak dans Jaspion, Sumiko Tanaka, la 2e force jaune dans Bioman, et enfin Hiroshi Watari, Charivan, Spillvan. Et pour le rôle féminin principal, Anna Mei Ogi, on retrouve Hiroko Aota, qui donne au personnage un côté très énergique et moderne. Elle sert un peu de guide à Metalder dans le monde humain. C'est grâce à elle qu'il ne devient pas juste une machine à détruire. Quant au gros méchant, il est joué par Shinitudu, tête célèbre des tokusatsu et qui avait le rôle principal dans la superbe série Spider-Man. J'en parlerai un jour de celle-là. Au Japon, Metalder est diffusé sur TV Asahi en 87-88. Et en France, la série arrive un peu plus tard, le 24 juillet 1989, dans le Club Dorothée sur TF1. Elle est rebaptisée simplement Metalder, sans chichi. La série est licenciée par AB Group, bien sûr, et le doublage est réalisé par le studio Sophie, assez classique. Côté voix française, on retrouve notamment Olivier Destré pour Metalder et Raclor, la voix de John Stamos ou encore Charlie Sheen, Georges Atlas pour l'empereur Neros, je vous en ai plusieurs fois parlé de Georges, ne serait-ce que dans le rétro Goldorak, Magali Barnet pour Anna, c'est la voix d'Alyssa Milano, ou encore Jean-Claude Montalban pour Springer, Ako et la voix off. Et ai-je besoin vraiment de vous présenter Jean-Claude Montalban ? Évidemment que non, Jean-Claude Montalban c'est ça là. Fais pas le malin, ou bien je ne réponds plus de mon rayon Delta, alors reste bien tranquille et écoute-moi. Bref, du beau monde de la VF de l'époque. Et comme beaucoup de séries japonaises sur TF1, Metalder se retrouve au milieu des débats. Les dessins animés et séries japonaises sont trop violents. Metalder apparaît même dans le bouquin de Ségolène Royal. Il y est présenté comme une série japonaise stupide et violente. Le nom est repris. Le truc, c'est que Metalder, c'était pas forcément la série à prendre en exemple pour cela, car elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît et elle dénonce même la violence de la guerre. Je vous ai déjà expliqué la quête d'humanité du héros, mais c'est dans l'inspiration de la série que l'on peut y déceler sa profondeur insoupçonnée. J'y reviendrai. Au centre de tout ça, on a Ryutsei Tsurugi, alias Metalder. En français, ils l'ont appelé Héraclore, va savoir pourquoi. C'est un androïde construit à l'image du fils du professeur Koga, mort pendant la guerre du Pacifique. Du coup, Metalder, c'est à la fois une arme de guerre et une sorte de fantôme du passé. Et cette idée doit vous rappeler un autre robot très célèbre, Astro, puisque dans Astro, on retrouve un éminent scientifique qui crée un robot à l'image de son fils décédé. Sous forme humaine, Ryutsei est très naïf, il découvre le monde moderne avec des yeux neufs. Il ne comprend pas l'argent, les téléphones, les relations humaines, ça le dépasse. C'est presque un enfant coincé dans le corps d'un jeune adulte. En armure, par contre, c'est un combattant redoutable, ultra rapide, ultra résistant, avec des techniques de combat très spectaculaires. Toute la série joue sur cette contradiction, est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est une personne ? Pour combattre, il utilise une énergie super gravitationnelle appelée Koga X, du nom de son père. Je reviendrai bien sûr sur ses pouvoirs. Ryutsei bénéficie d'un circuit d'autoréflexion qui lui donne sa dimension humaine. Ce circuit est intégré dans son cerveau côté rouge et l'ordinateur de combat dans sa moitié bleue. Metalder, c'est une IA qui doit apprendre avec un zeste de conscience. Le professeur Koga, lui, c'est le scientifique tragique, le papa. Il a participé à l'effort de guerre, il a vu son fils mourir et il vit avec la culpabilité d'avoir mis son talent au service de la destruction. Créer Metalder, c'est sa manière de racheter ses fautes, même si ça passe par la création d'une nouvelle arme. C'est grâce à cette découverte d'une énergie super gravitationnelle appelée Koga X qu'il va créer un androïde surpuissant. À côté de ça, on a Anna, ou Mei Ogi en VO, la photographe. C'est elle qui sert de passerelle entre Metalder et le monde humain. Elle le guide, elle s'inquiète pour lui, elle lui apprend à vivre autre chose que la guerre. Son introduction est plutôt marrante car Metalder a conscience de rien en fait et il se sert d'elle pour appâter ses ennemis. Et puis enfin il y a Springer parmi les gentils, le chien robot qui parle. Il garde la base, il répare Metalder, il commente les situations. C'est un mélange de mascotte, de mécanicien et parfois de conscience morale. Un peu plus tard dans la série arrivera Ako Kita. Il amène une touche de comédie et de vie quotidienne dans une série qui sans lui serait parfois vraiment déprimante. C'est un peu le comic relief du groupe. C'est un ancien motard, courageux et amoureux de Anna. En face des gentils, on a God Neros et son empire de robots soldats. C'est l'archétype du méchant de Tokusatsu, mais mis à jour pour les années 80. Sous son identité civile, Muraki, c'est un mania de la finance. Il manipule les crises économiques, l'industrie des armes, les guerres,
Bref, un mec bien pourri. En gros, c'est un mélange entre super vilain et patron de fonds d'investissement. Pas le mec que tu veux croiser à un dîner. Son QG, c'est la Ghost Bank, la banque de l'ombre, une sorte de salle circulaire avec des portails tout autour où il convoque ses armées et humilie les losers. C'est à la fois une salle du trône et une salle de conseil d'administration très toxique. Ouais, comme son management. Il est assisté de 2 jolis secrétaires, K et S. Alors l'Empire est divisé en 4 armées, 4 légions, c'est super intéressant. L'armée des guerriers blindés, dans le sens armure, l'armée des robots de combat, l'armée des monstres et l'armée mécanique qui gère les grosses machines. Alors chacune de ces armées a son leader, sa personnalité, ses propres monstres et ses propres intrigues. Et comme vous avez remarqué, il y en a 4. Le chiffre 4 n'est pas anodin. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans les rétros. Ça fait référence aux Shiteno, les 4 rois célestes. Chaque légion est ultra hiérarchisée, comme vous pouvez le voir. C'est pas très perceptible en VF, mais en VO, c'est très structuré, très codifié, comme le sumo. Il y a autant de grades d'ailleurs, 10 au total, avec tout un système de promotion et d'humiliation publique. C'est un moteur important pour les motivations et les actions des antagonistes. À la tête de chaque corps, il y a un Gaisei, ou Victorious Sent. Pour les guerriers blindés, c'est Kulgin, un épéiste portant une armure d'argent et un masque. C'est le numéro 2 de l'Empire d'ailleurs, c'est un être plutôt loyal. L'armée des robots de combat est dirigée par Balski, un robot argenté armé d'une mitrailleuse. Il est très fier de son armée. Ensuite vient Gelo Duling, le monstre à la tête d'œuf. Alors lui, il est pas très sympa, il est perfide et il traite mal son armée. Et enfin, Drunger, le boss de l'armée mécanique qui manie une longue épée. C'est un robot rouge et argent avec une tête de sanglier. Et puis en dessous, vous avez les 9 rangs de guerriers. Alors je prononcerai pas les noms japonais, mais si l'on devait traduire, cela donnerait littéralement, en dessous de chaque chef d'armée, le général fort, comme Megagron de l'armée mécanique, l'âme violente, comme Zorg de l'armée des monstres, le combattant courageux ou héroïque comme Jazu. Et comme vous pouvez le voir, chaque titre japonais est assez unique. Contrairement aux 6 rangs suivants, écrits dans le même style, un préfixe définissant le rang et le terme Toshi, que l'on peut traduire par guerrier. Ce qui nous donne, dans l'ordre, le guerrier explosif, le guerrier furieux, le guerrier féroce, le guerrier fort, le guerrier moyen et le guerrier léger. Alors le nom des derniers rangs sont dérivés des noms utilisés pour désigner la force d'amplitude des séismes au Japon. Par exemple, le Keitoshi, le guerrier léger, correspond au tremblement de terre mineur d'amplitude 2/7, le Keishin. Et au milieu des vilains et des méchants, on a des personnages plus ambigus, comme l'excellent Top Gunner, rebaptisé Foudroyeur en français. C'est un sniper, cyborg, équipé d'un fusil, d'un bras renforcé et d'une moto. Il commence comme ennemi, mais développe un vrai respect pour Metal Dare. Il deviendra par la suite un allié, il est très inspiré d'ailleurs de Golgo 13, assassin professionnel dans les mangas, mais c'est aussi un hommage à l'antagoniste allié dans Kikaider. Il y a bien sûr tout un tas d'autres personnages, pas forcément manichéens, car il ne faut pas croire que les méchants ne comptent dans leur rang que des méchants. On démarre en 1986 avec le professeur Koga qui se recueille sur la tombe de son fils mort 44 ans plus tôt lors de la bataille du Pacifique. Oui, c'était un kamikaze le petit. On comprend qu'à l'époque, il devait construire une arme ultime pour l'armée japonaise. Mais la guerre est perdue et Koga refuse d'envoyer cette créature dans un conflit déjà catastrophique. Il cache alors Metal Dare dans une base souterraine, Shiruba Kakusu, sous une montagne, et le met en sommeil. Et il se dit, je ne le réveillerai que si le monde replonge dans la folie. Et oui, le monde replonge dans la folie. Mais ça, la VF ne le dit pas trop. 40 ans plus tard, dans les années 80, Koga découvre que son ancien collègue, le Major Muraki, est devenu God Neros, un chef d'empire criminel qui utilise la finance, le terrorisme et l'armement pour contrôler le monde. Of course! Koga comprend qu'il n'a plus le choix. Il réactive Metal Dare, réveille l'androïde sous forme humaine, Ryusei Tsurugi, et tente de lui expliquer sa mission. Sauf que Ryusei ne comprend pas encore qui il est, ni pourquoi il existe. Quant à Neros, lui, il localise la base et envoie ses troupes attaquer. Koga sort, se met en danger pour protéger Metal Dare et se fait tuer sous ses yeux. Ce choc émotionnel déclenche alors la transformation. Ryusei devient pour la première fois Metal Dare et affronte l'Empire Neros. C'est vraiment la scène fondatrice de la série. Metal Dare naît dans la douleur avec la mort de son créateur comme première expérience. On est loin du héros qui découvre ses pouvoirs dans une ambiance fun et festive. Ensuite, les premiers épisodes alternent entre des combats contre les soldats de Neros et des moments où Ryusei découvre le monde moderne. Il rencontre alors Anna, la photographe, qui tombe un peu par hasard sur ce type bizarre qui ne sait pas trop comment fonctionne une cabine téléphonique. Il découvre aussi Springer, le chien robot, qui lui explique le fonctionnement de la base et l'aide à se réparer après les combats. Certains épisodes sont assez durs, avec des civils pris au piège des plans de Neros, d'autres sont plus poétiques, comme celui du robot musicien, ou des créatures qui veulent juste être reconnues. Et c'est là que Metal Dare commence à comprendre que tous les êtres créés pour la guerre ne sont pas forcément méchants par choix. Et c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre d'introspection, Il y a de la réflexion. On sent que Metal Dare, c'est pas juste une série de mecs qui se battent sans raison. Une fois les bases posées, la série monte en puissance, on découvre les 4 armées de Neros, chacune dirigée par un général. Neros organise régulièrement des réunions dans la Ghost Bank, il convoque ses généraux, leur reproche leurs échecs, désigne un nouveau champion pour aller affronter Metal Dare. Et parfois il exécute carrément ceux qui ont échoué,
pour l'exemple. C'est la version tokusatsu du si tu rates tes objectifs, tu dégages. Je vous l'ai dit, c'est du management toxique. De son côté, Metal Gear enchaîne les combats, mais chaque adversaire a une personnalité, un style, une motivation. Certains sont de véritables brutes, d'autres sont presque tragiques. Le résultat, c'est que même les ennemis ont parfois droit à une forme de rédemption, ou au minimum à une mort dramatique. C'est à ce stade que les personnages comme Top Gunner prennent de l'importance. Top Gunner, c'est le solitaire, un tireur d'élite cyborg qui obéit à Neros, mais qui suit surtout son propre code. Ses duels avec Metal Gear sont marquants. Au fil des épisodes, il passe de ennemi mortel à adversaire qui se respecte, puis allié. Top Gunner finit par douter de Neros et par se rapprocher de Metal Gear. C'est l'un des arcs les plus mémorables de la série, peut-être l'un des plus intéressants. Parallèlement, la série dévoile peu à peu les secrets de Neros, sa véritable identité, ses liens avec Koga et l'étendue de son réseau criminel qui combine finance, politique et armes. La Ghost Bank n'est pas juste un décor cool, c'est le centre d'un empire qui tire les ficelles du monde, dans l'ombre, une véritable menace interne qui tranche avec les menaces externes des autres séries de Metal Hero. Et Metal Gear, en s'attaquant à Neros, ne se bat pas seulement contre des robots, il se bat contre un système entier. Dans les derniers épisodes, la série devient de plus en plus tragique. Des titres comme La perte d'un ami ou Adieu Metal Gear annoncent clairement la couleur de ce qui va se passer. Top Gunner finit donc par se retourner contre Neros et aide Metal Gear, mais il en paye le prix, il est tué, dans une scène très marquante. Pour un tokusatsu de cette époque, c'est assez violent émotionnellement. Après la mort de Top Gunner, Metal Gear se retrouve face à l'empire de Neros qui n'a plus rien à perdre. Et c'est là que la série lâche son dernier gros twist, comme souvent dans la série des Metal Hero. On découvre que Kulgin n'était pas juste le plus haut gradé, c'est en réalité un double destiné à protéger l'identité de God Neros. Et pour maintenir le secret, Kulgin cache son visage, justement parce qu'il est le sosie de Kirihara, God Neros. Vient donc l'attaque de la Ghost Bank, le cœur de la forteresse. Au moment critique, Neros et Kulgin échangent leur rôle, Metal Gear fonce, frappe, croit tenir enfin l'empereur, mais il vient d'abattre le double. Le vrai God Neros, lui, s'éclipse dans l'ombre. Et derrière ce jeu de chaises musicales, il récupère même l'avantage psychologique. Metal Gear a tout donné et il s'est fait avoir. Résultat, quand on arrive à l'ultime bataille, Metal Gear n'affronte plus seulement un tyran, il affronte un Neros qui a survécu à tout, prêt à apparaître sous une autre identité et à transformer la fin de la guerre en duel final. Et là, c'est parti pour le dernier épisode. La confrontation finale voit Metal Gear affronter directement God Neros, bien sûr. Pour cela, il doit traverser un monde assez glauque où les anciens membres de l'armée de Neros reviennent sous forme de spectres. Endommagé, Metal Gear arrive jusqu'à l'empereur qui détruit son dispositif de contrôle d'énergie. Il devient alors une bombe vivante, prête à exploser et qui pourrait même emporter la Terre. Rien que ça. Pour éviter cette issue dramatique, il faut complètement détruire le réacteur interne de Metal Gear qui le privera à jamais de ses pouvoirs, l'empêchant même de redevenir un humain. Il restera un simple robot, sans vie, ni humanité, conscient mais incapable de s'insérer dans la vie. Malgré cela, Metal Gear trouve la force de décapiter God Neros. On retrouve ensuite notre héros sur la plage avec Anna et Ako, à qui il dit de détruire son cœur énergétique. Ce dernier s'effondre, mais finalement accepte au nom de leur amitié et pour sauver la Terre. L'épisode s'achève sur Ako qui s'exécute, tandis que Anna tente de l'en empêcher. Fin ambiguë, le mal est vaincu, mais le héros est brisé. C'est tout sauf un happy end classique. Metal Gear gagne, mais à un prix très élevé. Et c'est ce qui donne à la série cette saveur un peu unique entre super-héros et tragédie. Vous ne l'avez eu chez aucun autre Metal Hero avant. Alors il y a eu un film aussi, je passe très vite dessus, car il n'a pas un grand intérêt. Metal Gear a eu le droit à un moyen métrage d'une trentaine de minutes, projeté au Toei Manga Matsuri en 1987. Il s'insère entre deux épisodes de la série, vraisemblablement entre le 17e et le 18e. Alors, il n'est pas exceptionnel, c'est un épisode qui recycle les éléments narratifs classiques, méchants, nouveaux plans, héros qui doutent, combat final. Par contre, c'est dans ce film que Metal Gear utilise la fameuse technique des 1000 mains, que je vais détailler après. Parlons un peu de l'arsenal, parce que ça reste quand même un tokusatsu. Et il faut bien avouer qu'il est parfaitement équipé le bougre. La première arme de Metal Gear, c'est son corps d'androïde, qui peut revêtir une armure de combat en criant Hikaru, colère en japonais. D'ailleurs, Metal Gear se transforme généralement après avoir assisté à une scène qui l'a passablement irrité. Personnellement, même s'il n'avait pas de chorégraphie, j'étais assez fan de sa transformation et des effets spéciaux autour, je trouvais ça assez classe, tout comme son armure. Son corps est alimenté par une énergie super gravitationnelle qui lui permet d'encaisser des dégâts extrêmes et de produire des coups surpuissants. Son système lui permet également de localiser n'importe qui ou n'importe quoi grâce à l'écho, et il possède un scanner oculaire à la manière des autres Metal Hero. C'est une sorte de rayon X. Il peut aussi créer une barrière d'énergie pour se défendre. Il utilise plusieurs techniques emblématiques avec des noms bien sentis. Le laser arm, où il concentre son énergie dans son bras pour trancher des matériaux très résistants et des monstres bien sûr. On peut la rapprocher de son attaque finale même s'il y en a d'autres. Il a aussi le G-Kick, un coup de pied capable de pulvériser ses ennemis, le Metal Tornado où il tourne sur lui-même comme une vrille, le Metal Bomber, un double coup de poing rotatif, et le Screw Bomber, une variante plus puissante. Et puis il y a la fameuse technique des 1000 mains,
Bon, c'est joli comme ça, hein, mais vous attendez pas à voir l'attaque de Kenshiro. Hein. Non, là, on a plutôt l'impression qu'il limite un pan. Mais ça le rend plus fort. A noter un pouvoir à la Gambit des X-Men, hein, puisqu'il peut charger d'énergie un objet et le faire exploser au contact après l'avoir lancé. Il peut aussi recouvrir son poing d'une énergie rouge, lui permettant de pulvériser ses adversaires. Et il peut même balancer son bras comme un javelot pour en faire une bombe. Ajoutez à ça des capacités comme les bonds prodigieux, la résistance aux explosions, la capacité de créer des clones comme un ninja, et vous avez un héros qui n'a même pas besoin de méga robots géants pour impressionner. D'ailleurs, il n'y en a pas. Dans une série d'articles écrits par Tsuyoshi Nonaka, designer chez Bandai et publié entre 2017 et 2024, on peut voir Metal Gear brandir deux sortes de tonfa d'énergie, le Laser Blade et le Metal Blow, qui peuvent être combinés. Une arme bien classe, mais qu'on ne voit pas dans la série. Alors la base de Metal Gear, c'est Silver Caucus, l'ancienne base militaire transformée en laboratoire par Koga. C'est là que Metal Gear se recharge, se répare et analyse les plans de Neros avec Springer. Côté véhicule, Metal Gear utilise principalement le Metal Charger, une voiture volante. A noter que contrairement aux autres Metal Hero qui utilisaient un modèle Suzuki, ici on a un modèle Mazda. Ouais, le changement structurel de ce nouveau héros va même jusqu'au changement de sponsor. Le Side Phantom, quant à lui, est la moto de type sidecar de notre héros. Elle peut voler aussi et peut se séparer pour former deux modules indépendants. Et vous savez comment ce véhicule a été appelé en français ? Pégase. Moi je n'aime pas ça du tout. A noter qu'elle s'inspire comme le costume de Metal Gear de la série Kikaider. Et donc, comme je l'ai déjà dit, pas de robot géant car la série met surtout en avant le combat au corps à corps. L'Empire Neros par contre adore les gadgets. Chaque armée a ses jouets, des jeeps blindés, des véhicules lourds, des motos. Et surtout une myriade de robots, monstres et machines, chacune avec sa spécialité. Missiles, lasers, griffes, tout y passe. Certains généraux sont de véritables arsenaux ambulants, canons d'épaule, armes intégrées au corps, système de détection. D'autres, comme Top Gunner, se distinguent par un équipement plus sobre, mais très iconique. Fusil, moto, bras renforcés. On pourrait passer une vidéo entière à détailler chaque monstre et chaque arme, mais c'est pas le but. Disons que globalement, Neros s'est investi dans tout ce qui peut tirer, exploser ou écraser quelque chose. Hein. Business as usual. Ouais, je parle super bien anglais. Non, sérieusement, la force de la série, c'est pas les véhicules, c'est les différentes armées. La plupart des designs sont très réussis, il y a un effort de personnalisation qu'on voyait assez peu jusque-là. Et au final, il y en a un paquet. Il était assez régulier que Metal Gear se tape des dizaines d'adversaires en même temps, et pas les petits soldats de la base. Hein. Et ça, je trouvais ça super intéressant dans la série. Bien sûr, il y a eu tout un paquet de jouets via Bandai, hein. J'ignore quelles séries sont sorties en France. Pour ma part, je n'en avais aucune. On peut mettre en avant la série Ghost Bank, des figurines de 7 cm de haut articulées, dont les moules seront récupérés plus tard pour VR Troopers. Plus d'une vingtaine de références. Bandai sort aussi les véhicules plutôt haut de gamme. Hein. Côté soft vinyle, on a plusieurs lignes chez Poppy avec des figurines au format 1/10. Après les années 2000, quelques objets verront le jour, notamment chez Mega House, mais rien qui attire vraiment mon attention. Et du côté des BD, il y a une adaptation manga de Metal Gear, bien sûr, hein, publiée par le célèbre TV Land. Évidemment, c'est un resserrage extrême de la série, hein, c'est une version très courte, très dure à se procurer, mais d'après quelques témoignages que j'ai pu lire, la fin est très poignante. Après, il y a eu tout un tas d'autres magazines en japonais qu'on n'a pas eu la chance de découvrir en France. Finir, c'est pas vraiment un produit dérivé, mais une utilisation dérivée de Metal Gear, je veux bien sûr parler de VR Trooper. C'est la seconde vie de Metal Gear. En 1994, Saban lance cette série en surfant sur la réalité virtuelle alors naissante. Saban mélange 3 Metal Hero, Shader, Spillvan et Metal Gear pour créer une seule série. Dans la première saison, le costume du héros principal, Ryan Steele, est celui de Metal Gear. Alors, cette histoire est assez connue au final, hein, j'en ai parlé aussi dans Spillvan. Ce qui l'est moins, c'est le projet qui était prévu avant et appelé Cybertron. Non, rien à voir avec les Transformers. Voilà, il était prévu de reprendre le concept de Metal Gear, héros solitaire affrontant des robots, mais tout cela fut remanié pour créer VR Trooper. A noter que Jason David Frank, hein, le Ranger vert le plus célèbre de l'univers, devait incarner le personnage principal. Si VR Trooper intègre Spillvan et Lady Diana, il s'avère que visuellement on est sur Metal Gear. Le méchant Grimlord rappelle Lord Neros par exemple, du moins au début, parce que Saban va épuiser le stock de vidéos de Metal Gear et va récupérer alors les stocks de vidéos de Shader. C'est pour cela que le héros change de costume lors de la seconde saison. À l'image de Power Rangers, cette méthode très américaine de détourner et remonter les tokusatsu est une claque pour les puristes dont je fais partie. Mais reconnaissons quand même au modèle d'avoir exposé Metal Gear au niveau international. Mais bon, VR Trooper, c'est l'exemple parfait de ce que devient un toku sombre et expérimental quand il passe au filtre industriel de Saban. On garde l'esthétisme, ce que j'appelle le vernis, mais on gomme la mélancolie, l'âme de la série. On injecte de la réalité virtuelle, hein, qui était à la mode, et on a un nouveau produit made in USA.
Alors pourquoi Metal Dare mérite encore qu'on en parle aujourd'hui ? J'avais dit que Spillvan était le Metal Hero de la maturité, mais une fois avoir revisionné Metal Dare avec mes yeux d'adulte, je trouve que cette série est vraiment plus profonde qu'il n'y paraît. D'abord parce que c'est une série plus mature que la moyenne des tokusatsu de son époque. Elle parle de guerre, de culpabilité, de responsabilité, de manipulation économique, avec un héros qui n'est pas juste un acrobate en armure, mais un être qui se pose des questions sur sa propre existence. Ensuite parce que Metal Dare, c'est un personnage tragique, créé à l'image d'un fils mort, réveillé pour affronter un monde dirigé par un ancien ami de son créateur, et condamné à se battre, en portant le poids d'une guerre qu'il n'a pas vécue, mais dont il est le produit. Enfin, parce que son héritage pop culture est plus grand qu'on ne le croit. En France, il fait partie de la génération Club Dorothée, il est dans toutes les têtes d'ailleurs. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé mais quand est-ce que tu vas faire Metal Dare ? À l'international, il vit une seconde vie à travers VR Troopers, et encore aujourd'hui, il revient dans les coffrets, les rééditions, les discussions de fans. C'est l'un des Metal Heroes les plus appréciés. Mais Metal Dare, c'est un peu le héros discret de la famille. C'est pas le plus célèbre, bien sûr, le plus célèbre c'est Gavan. Pas le plus marquant, pas le plus charismatique sans doute, mais peut-être l'un de ceux qui ont tenté le plus de choses narrativement parlant. C'est une série très bien montée, avec une histoire de fond assez intense. Pour moi, Metal Dare, c'est une série plus proche de l'esprit Ishinomori, comprenez par là Kamen Rider, par rapport au Toku lumineux façon Gavan. Ici, la victoire rime souvent avec amertume, les ennemis ne sont pas toujours juste des monstres de la semaine à vaincre, ce sont aussi des êtres brisés, manipulés ou piégés par Neros. Metal Dare n'est pas un héros sûr de lui comme Gavan ou Spillvan, il se questionne, s'interroge sur ce qu'est être humain, et sur la différence entre être une arme et être une personne. Et c'est même une sorte de mise en abîme critique de la série en elle-même. Et puis l'acteur Akira Aseno est plutôt bon dans sa façon de jouer son personnage, rempli de conflits intérieurs. À côté de ça, l'Empire Neros est super bien construit. Je vous ai parlé des grades et ce que cela implique. Je trouve que cette structuration très affirmée est un vrai atout pour la série. Plusieurs ennemis ont des passés tragiques, des dilemmes moraux, c'est loin d'être manichéen. Plusieurs épisodes sont construits comme de petits drames humains où Metal Dare sympathise avec les ennemis, les victimes. D'ailleurs, il y a 2-3 épisodes qui mettent en avant les antagonistes. Les personnages secondaires comme Anna ou Springer sont solides. Alors c'est vrai, on quitte le registre de l'équipier en armure façon Spillvan, mais en fait ici c'est justifié par la quête identitaire du héros, par son background. Il n'y avait pas la place pour deux, il n'y avait pas la place pour une équipière en armure. L'équipière a un autre rôle ici, celui d'apporter un regard humain. Celui de raccrocher notre héros, cyborg, robot, androïde, à l'humanité. Top Gunner, quant à lui, est un anti-héros ultra apprécié et superbement designé et qui a marqué les esprits. Sur la forme, la série apporte beaucoup entre le design des protagonistes plutôt réussi, l'originalité du QG de Neros, la galerie gargantuesque d'ennemis et la BO de fou signée Seiji Yokoyama. Malgré tout, la série a quelques imperfections évidemment, elle est un peu moins fun que le côté space opéra des Metal Heroes, plus dur, le rythme narratif est parfois inégal, mais c'est assez propre au modèle du genre. Et c'est pas la série de Metal Hero la mieux positionnée pour entrer dans le genre tellement elle casse les codes. Le héros peut d'ailleurs paraître très très froid. Et puis il y a aussi des choix narratifs surprenants, ou ratés. La quête du héros pour savoir qui est Neros est en fait foutue en l'air quasiment dès le départ, car on sait qui c'est nous. Et du coup, cela manque d'intérêt véritablement. Vous me direz, mais c'est une ironie dramatique, un truc que le spectateur sait mais pas le héros. Oui, c'est vrai. Mais en fait, nous, en tant que spectateurs, on avait besoin d'accompagner le héros dans cette recherche de l'identité de l'antagoniste principal. C'est ça qui aurait pu faire la force de la série. Là, l'effet de surprise tombe à plat. Avant de finir, sachez que vous pouvez retrouver l'intégrale de Metal Dare sur le site tokusatsu.org. Je vous conseille la VO pour bien bénéficier de l'OST de Seiji Yokoyama. Vous allez voir que ça change tout. Donc si cette vidéo vous a donné envie de revoir la série, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Dites-moi aussi comment vous l'avez découverte, au Club Dorothée, en VHS, ou encore via VR Troopers, sans le savoir. Et tant qu'on y est, dites-moi dans les commentaires aussi quel est votre Metal Hero préféré. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, la cloche, tout ça aide la chaîne à ne pas finir comme un robot de l'Empire Neros, oublié au fond d'une carrière. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle plongée dans la pop culture. Salut!